En 2021, Marion, allongée après son déjeuner, écoute une méditation audio guidée. Vous êtes sur un bateau. Vous vous allongez confortablement. Vous vous laissez porter par les vagues. Vous sentez les flots vous bercer. « Bah ça y est, je suis arrivée, pense-t-elle irritée. Je suis carrément en haute mer, là. J'ai atteint la plateforme de forage, on dirait. » Le bâtiment en face de son appartement de la rue des Hirondelles est en cours de démolition. Pour l'heure, un bruit abrutissant dure depuis la matinée. « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» se demande la quinquagénaire, agacée par le tintamarre. « Ils s'imaginent qu'ils vont trouver du pétrole ou quoi ?» Elle se lève, va voir à la fenêtre et reconnaît effectivement l'installation et le tubage de forage, gigantesque. L'entreprise chargée du projet Brooker, à savoir la démolition-reconstruction de l'ensemble de l'îlot, installe un système de chauffage par géothermie. Bon, si c'est pour une bonne cause, ce boucan d'enfer. Comprenant qu'elle ne réussira pas à se détendre avec ce tapage, Marion se relève et entreprend quelques recherches. Des yeux rivés sur l'écran, elle ne voit pas les heures filer. Elle finit par éteindre son ordi pour passer son coup de fil hebdomadaire à son père et prendre de ses nouvelles. Comme souvent, leur sujet de discussion touche à l'histoire. « Sais-tu pourquoi on les appelle des béguines ?» lui demande-t-elle, revenant sur la question qu'elle étudie depuis quelques mois. « Oh, je sais que l'hypothèse la plus généralement adoptée, c'est qu'on doit la fondation de l'ordre des béguines à Lambert le Bègue, un prêtre du XIIe siècle de Liège, qui s'est esquinté toute sa vie à censurer les mauvaises mœurs de son clergé et à répandre dans le peuple l'amour des vertus chrétiennes, explique-t-il dans un rire. Oui, et le mot béguine apparaît plus tard, mais son origine reste un mystère. On ignore l'étymologie exacte de ce vocable. Il apparaît pour la première fois en 1220, mais avec une connotation populaire et péjorative, béguin signifiant hérétique à l'époque. Il s'applique d'ailleurs à toutes sortes de gens pieux, mais d'une orthodoxie douteuse. La supérieure d'un couvent disait au XVIIe siècle que les gueux se moquaient beaucoup des Français parce qu'ils allaient en compagnie de béguines. Et de façon générale, renchérit-il, la piété des béguines correspondait à la dévotion populaire, ce qui les faisait passer parfois pour des bigotes dont la société se moquait, tout comme de toutes les femmes dévotes non mariées. D'ailleurs, tous les sobriquets attribués à ces femmes pieuses ont dès le début une consonance péjorative. Papelarda en Lombardie, Béguini, considérés comme des novateurs hypocrites et trompeurs qui feignent la dévotion mais qui mènent en réalité une vie scandaleuse. Marion, passionnée depuis toujours d'étymologie, partage avec plaisir ses découvertes. Les historiens ont pendant longtemps supposé que le terme de Béguina était dérivé d'Albigensis, le nom latin des membres du mouvement hérétique cathare associé à la ville d'Albi, dans le midi de la France, mais du point de vue linguistique, cette étymologie a été réfutée au XXe siècle. De même, un lien avec la couleur grisâtre de l'ancien habit des béguines, appelé parfois beige en moyen français, n'est pas probable pour des raisons phonétiques. Certains ont suggéré que béguine est dérivé du radical bègue, qui a produit notamment les verbes français de bégayer et de bégueter. Ah oui, c'est plausible. Dans cette hypothèse, la béguine était quelqu'un qui marmonnait continuellement des prières, ce qui par moquerie pouvait être exprimé par bégayer. En irlandais moyen, le mot popelen signifie également marmonner des prières.
et il est indubitablement à mettre en rapport avec le terme moqueur de paplard. Les termes comme béguine, paplard, tout comme le mot lolard du XIVe siècle, employés pour l'ordre des Alexiens à ses débuts, sont donc à expliquer comme des réflexions dénigrantes concernant la piété de laïcs dont l'intégrité est douteuse. De tout ce que j'ai lu, mon opinion est que les béguines n'ont pas de fondateur comme les ordres religieux. Lorsqu'elles se réunissent en béguinage, elles se choisissent tout simplement comme patronne une sainte qui les interpelle par sa vie ou qui connaît une renommée locale. Au Moyen-Âge, Sainte Catherine d'Alexandrie est populaire et la patronne des béguinages d'Anvers, Malines d'Ist, Hoogstraten, Hasselt, Louvain, le petit béguinage du moins, Tongres et Herentals. Dans la région de Liège, Sainte Agnès est la patronne notamment du béguinage de Saint-Tron. Tiens, et à propos de petit béguinage, ajoute-t-il, j'ai trouvé des infos sur celui de Bruxelles. Ah oui ? Oui, comme on doit son origine à un oratorien en 1643, on appelle ces béguines les oratores. C'est d'abord une maison destinée aux filles trouvées pour lesquelles les maîtres des enfants payent une rente mensuelle. 3 ans plus tard, l'archevêque autorise les filles dévotes qui ont la direction de cette maison à prendre l'habit des béguines. Elles aussi peuvent quitter la communauté pour se marier. Tous les 3 ans, elles élisent une supérieure qui peut être continuée une fois dans ses fonctions. Quelques années après, on leur retire l'instruction des enfants trouvés sous prétexte qu'elle est devenue trop chère, mais en réalité c'est à cause de rivalité. Les chapelains continuent à administrer les derniers sacrements sans autorisation du curé. À la même époque, leur fondateur est persécuté par l'archevêché qui lui interdit la chaire et le confessionnal. Clara van Santen, la maîtresse du petit béguinage, se plaint que les béguines boivent du thé dans leurs cellules et que certaines prisent même du tabac. Du coup, on leur impose de ne boire du café et du thé qu'en silence et sur ordonnance du médecin, et à des moments et des lieux fixes. « Oh non !» rit Marion. « Si, et l'habit aussi est défini de façon précise. Les béguines qui quittent temporairement le béguinage sont obligées de porter la pèlerine pour qu'on puisse les reconnaître. Ces vêtements ne plaisent pas à toutes les béguines. Certains se plaignent de ce que les jeunes filles ont une aversion pour demander leur admission au béguinage parce qu'elles doivent porter les vêtements de filles spirituelles et de bigotes. Elles demandent l'autorisation pour les novices de porter le châle blanc, comme c'est le cas au grand béguinage, ce qui leur est accordé. Ensuite, les béguines ont tenu un internat de jeunes filles auxquelles elles enseignaient principalement l'art de coudre et de faire de la dentelle. Oui, je me souviens d'avoir lu cette info. Et j'en ai découvert un peu plus sur le petit béguinage d'Anderlecht, qui est quasi aussi ancien que le grand béguinage de Bruxelles. Il date de 1252. Absolument. Nous l'avons d'ailleurs visité quand tu étais petit, tu t'en souviens ? Vaguement. Le jardin intérieur qui subsiste aujourd'hui, orné d'un puits à margelles, est flanqué de 2 maisonnettes datant du XVIe et du XVIIIe siècle, formant un charmant jardin clos. Les 3 sentiers qui conduisent vers le béguinage accentuent encore l'intimité de ce lieu qui n'offrait refuge qu'à 8 mulieres religiosae. Je me souviens qu'il était très petit en effet. Les statuts décrétés en 1611 par le chapitre de Saint-Guidon stipulent que 8 femmes au maximum d'un âge respectable peuvent vivre dans le petit béguinage d'Anderlecht, ce qui élimine la crainte de méconduite de leur part. Ce béguinage est destiné à des femmes issues de milieux modestes, n'ayant pas les moyens de faire partie d'un béguinage en ville. Ces béguines prennent soin de l'entretien des habits liturgiques et des autels pour le chapitre de Saint-Guidon. Il n'a pas subsisté longtemps en tant que béguinage, car au XVIIe siècle déjà, cet établissement est converti en un hospice de vieilles femmes.
Tous deux se sont tus un instant, Marion étant brièvement distraite par l'entrée d'Hélène dans le salon. Pour en revenir au sujet des patronnes de béguinage, reprend le père, Sainte-Bègue est représentée à partir du XVIIe siècle dans l'iconographie avec 3 couronnes, une sur la tête, les 2 autres posées sur un livre qu'elle tient dans la main gauche. Oui, ce qui m'interpelle, réplique Marion, c'est qu'un artiste contemporain de la rue du Béguinage prétend que la statue que l'on voit encore aujourd'hui sur le frontispice de l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage représente Sainte-Bègue et qu'à l'origine, elle tenait dans la main droite l'église en miniature tournée de façon à ce que l'entrée de la maquette soit tournée exactement vers le milieu de la rue du Béguinage. Ah bon? Et pourquoi dis-tu à l'origine? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'auraient retirée pour la restaurer, mais ne l'ont jamais remise en place. Elle serait conservée dans l'un des musées de la ville, la maison du roi peut-être, je ne me souviens plus. Oh, ce serait bien qu'ils la remettent en place, non? Bah oui. Et au fait, une autre anecdote amusante à propos de cette église. La porte est en bronze. Les Bruxellois l'avaient peinte pour éviter qu'elle ne soit fondue pendant la guerre. Et je ne te dis pas, ils l'avaient peinte en vert sombre. Du coup, un collectif de Bruxellois a écrit un pamphlet anonyme pour critiquer la ville qui n'avait rien trouvé de mieux que de repeindre la porte en vert poubelle. Et hop, en réaction, la ville reprend les pinceaux et repeint la porte, en rouge cette fois. Mais donc c'est une très belle porte en bronze. Il ne reste plus qu'à espérer que les édiles aient le bon goût de la restaurer à l'identique cette fois. Bah oui, ce serait bien. En tout cas, dit Marion, pour revenir à l'attribution de la patronne, elle n'a pas le moindre fondement d'un point de vue historique, puisque entre les débuts du mouvement des Béguines et la vie de Sainte-Bègue s'étale près de 5 siècles. D'autant plus que d'autres saints auraient été plus appropriés. Sainte-Anne, par exemple, est la patronne des tisserands, et donc aussi des Béguines concernées par l'industrie du drap. Ou Sainte Catherine de Sienne, dont on implore le soutien contre la peste et que l'on considère aussi comme la patronne des mourants. « Ah ben c'est joyeux !» s'exclame Marion dans un léger rire. « Bon, je te laisse. Bisous !» Hélène attendait la fin de la conversation pour prévenir sa mère qu'elle compte sortir. « C'était qui ?» commence-t-elle par demander. « Bon papa ?»« Oui. »« Vous parliez encore des Béguines ?»« Eh oui. » « Moi, je voulais te dire que j'ai prévu de faire du shopping tout à l'heure avec Nina et Amandine. »« Ok. Tu veux une tasse de thé ? Tu as le temps ? » ?»« Oui, on s'est donné rendez-vous à la bourse à 17h. »« Et oui, je veux bien. Tu fais un thé à quoi ? » ?»« Je pensais fenouil ou thé vert et fruits du dragon. »« Ça me va. » Marion a mis la bouilloire à chauffer. Elle prépare les tasses et la théière. J'ai retrouvé un passage qui m'a fait hurler de rire lorsque je suis allée aux archives, dit-elle à sa fille. Ce sont des mémos manuscrits de remèdes contre la peste. Attends, je vais te montrer. Elle présente son ordi à l'ado qui ne comprend pas l'hilarité de sa mère. Quand l'on sent la peste en quelque endroit qu'elle puisse être, il faut prendre une pouille et l'appliquer le derrière plumé sur la porte où le mal est et serrer le bec à la pouille tant qu'elle soit morte et puis remettre autre pouille tant que la mort s'ensuit. Tu trouves ça comique ? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Comme souvent, la jeune fille est obligée d'attendre que le fou rire de sa mère se calme pour obtenir l'éclaircissement. Elle insiste. « C'est quoi une pouille ?» demande-t-elle. « Une poule ?» parvient à dire non sans peine Marion, riant toujours. « Et ça ?» demande Hélène, pointant l'écran. « C'est le dernier plumé, sûrement, déchiffre-t-elle, une interrogation dans la voix. Mais ça ne veut rien dire. » Je sais, j'ai aussi eu du mal à comprendre, parvient difficilement à articuler sa mère, la voix étranglée de rire. Il faut lire le mot en prononçant toutes les lettres.
Comme le visage de sa fille reste figé dans une grimace d'incompréhension, Marion finit par lui donner la réponse. « Le derrière ?»« Oh, dis, quel barbare !»« Ah oui, ça, il ne faisait pas bon être un animal en ces temps-là. Regarde, pour cet autre remède, mieux valait ne pas être un crapaud à l'époque. Prendre des crapauds, les mettre dans un pot de terre, les couvrant bien, et mettre de l'argile alentour, laissant jeûner les 10 crapauds 2 ou 3 jours, faisant un trou ou 2 en bas du pot pour laisser couler leur bave, et lors les boucher avec argile et un peu de foin, faisant aussi un trou en haut de la couverture pour laisser évaporer la fumée, laquelle il faut éviter de sentir comme pouvant causer la mort. Et lors, il faut les mettre sur le feu, mettant des bons charbons de faux alentour, laissant évaporer la fumée, et lors qu'on s'aperçoit de loin qu'il y a plus de fumée, les 10 crapauds sont assez calcinés, et lors il les faut réduire en poudre blanche, grise. Si elle est trop blanche, elle est trop calcinée. En ce cas, il en faut avaler 24, 30 ou 40 grammes dans du vin. Si elle est grise, il en faut 12 ou 13 grammes. À peine a-t-elle fini de lire le passage à voix haute qu'elle veut entamer la lecture du suivant. « Oh, dis, tu ne vas quand même pas me les lire tous » réagit Hélène agacée. « Juste un dernier » réplique sa mère, au comble de l'amusement. « Sitôt que l'on se sent atteint de la peste ou qu'on ait l'opinion de l'avoir, prendre de la fiente d'une vache, passer là par une étamine, avec du bon vin, chauffer, le boire et le faire suer au lit. »« Errk » réagit l'ado dégoûté.